Chers amateurs de thé francophone, bonjour. Bienvenue à un nouveau format, à l'interview Tea Masters. Ça va être une interview que j'espère mensuelle avec un dégustateur de thé parce que cette émission a pour but de célébrer le thé et les personnes qui l'adorent. Et pour parler aujourd'hui du thé avec moi, j'ai le plaisir de recevoir, que dis-je le plaisir, j'ai l'honneur de recevoir Olivier de Lassalle, un écrivain, un philosophe français. Il est originaire de la Touraine. Il a écrit déjà de nombreux livres. Alors, le premier d'entre eux, c'est une BD, donc c'est surtout celle-là que j'ai pu lire pour l'instant. Ça s'appelle L'Odyssée du microscopique. Je vous la montre. Elle est là, entre mes mains. J'attends ces autres ouvrages avec impatience. Ils sont déjà sortis, mais un peu plus difficiles à obtenir à l'étranger. Olivier a un blog qui s'appelle tout simplement Olivier de Lassalle en un seul mot.com. Et sur ce blog, toutes les semaines, il publie des articles sur des sujets divers, souvent très inspirés, un peu philosophiques et, ma foi, très intéressants. Je vous invite à les lire et aussi à lire ces ouvrages. Mais donc, revenons un petit peu au thé et à Olivier. Alors, avant de commencer cette interview, y a-t-il quelques petites choses que tu voulais ajouter à cette présentation? Bien, bonjour à tous, bonjour Stéphane. Merci de me recevoir chez toi. J'ai l'impression d'être presque à Taïwan avec toi. Et moi, je suis bien, bien loin dans mon désert. Mais je suis ravi d'être ici, de partager un peu mon aventure du thé. Tu me dis que tu es dans le désert, donc tu n'es plus en Touraine actuellement. Non, j'habite en Israël. Je suis dans le désert du Negev, environ 1 heure au sud de Tel Aviv. D'accord. Alors, dans dans les ouvrages que tu as écrits, j'ai remarqué que tu as aussi écrit notamment sur le Japon, un autre grand pays du thé. Est-ce que c'est comme cela que tu as découvert le thé? Alors, c'est vrai que je suis pas mal en lien avec le Japon. Le thé, en fait, dans ma famille, c'est quelque chose de très, comment dire, basique, mais au vrai sens du terme. C'est la base. On consomme du thé, tout le monde boit du thé. J'ai grandi avec le thé, mais chez nous, c'était le thé dans la façon anglaise. Hmm. On était sur des thés de type Earl Grey, des choses plus. De, Voilà, de thé rouge. tout à fait. Avec le fait qu'on prenait le thé tous les jours vers 5 heures, enfin, en fin d'après-midi en tout cas. Ah, ok. Hmm. C'était un grand moment, et en particulier pendant les vacances, mon grand-père aussi prenait le thé. Voilà. Donc c'était quelque chose de très, très naturel. Et, et c'est en grandissant, quand j'ai commencé à m'intéresser au Japon, effectivement, quand j'ai eu la vingtaine, j'ai appris le japonais, je suis allé au Japon, que j'ai découvert le thé vert et les thés japonais, en particulier mes deux thés préférés, on va dire, c'est toujours, hein, ça fait partie de mon top 10 ou mon top 5. C'était le Gain Matcha, donc un thé vert avec des grains de riz soufflés, et le Mhm. Piccolo, qui est un thé de très très grande qualité, mais qui est un thé qui m'a fasciné et qui m'a fait découvrir un monde de saveurs et de parfums qui est quand même niveau un peu supérieur qu'un Earl Grey de base, quoi. Je pense que ça sera pas faire injure au Earl Grey. Hmm. Et donc, c'est au Japon que tu as découvert le Genmatcha et puis le Gyokuro. Tout à fait. Enfin, c'était en France, mais Ah, en France. Hmm. oui, oui, c'était en France. C'était au début des années 2000, c'est à l'époque où on commençait à trouver un peu du thé, mais c'était le moment où ça décollait un peu, mais c'était encore confidentiel, hein. Je me souviens que, tu vois, par exemple, si tu voulais acheter des livres sur le thé, il y avait 2, 3 ouvrages qui se battaient en duel, c'était déjà. Hmm. Mais l'avantage, Hmm. c'est que les prix étaient plus bas. Voilà, il faut dire que tu pouvais, tu pouvais acheter des belles choses à des prix raisonnables. Moi, j'étais étudiant, je pouvais me payer rétrospectivement avec les prix d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait faire les mêmes choses. Hmm.
Et donc, tu es allé déjà à l'époque dans des comptoirs de thé en France pour trouver ce thé-là? Tout à fait. C'était japonais? C'était alors le comptoir de thé de base chez nous, c'est mariage. Et c'était Mhm. alors quand on était quand j'étais plus jeune, c'était Daman qui était un des grands importateurs de thé en France. Et on connaissait quelqu'un qui travaillait chez Daman et l'importateur était à côté de chez nous. Et donc on avait commandé je ne sais pas quel est le terme en français, des ballots, des sortes de gros sacs de thé, mais vraiment de grosses Mhm. quantités. Et ensuite, on se le partageait. Donc, il y avait ami 1 qui recevait son thé, ami 2, mon grand-père, pour nous, enfin, bref, Mhm. tout le monde avait son ballon. Et après, quand j'étais à Paris, où c'était mariage, parce que c'était l'endroit où il y avait le plus de diversité, le plus de... c'était le plus accessible. Euh, et à l'époque, à nouveau, c'était des prix tout à fait raisonnables. On était déjà en euros, mais c'était tout à fait honnête. Le rapport qualité-prix était très, très Mhm. Euh, donc, est-ce que la découverte de ces thés japonais a changé ta façon de boire le thé, peut-être aussi le moment où tu le bois dans la journée? Alors, je dois dire, j'ai toujours été un gros consommateur de thé, donc j'en bois toute la journée. Ça a Ah. été. Maintenant, la manière dont je le consomme, oui, il y a eu plusieurs phases, hein, parce que je me souviens que par exemple, ma grand-mère, elle était aussi amatrice et c'est elle qui nous avait appris, enfin qui m'avait appris. Je me souviens comme finalement, je pense que ce qui est plus la manière chinoise de faire le thé, le fait qu'il faut que la théière, enfin, que le contenant soit porté à ébullition d'abord, pour que maintenir la Mhm. température, de cette manière-là, qui était à mon avis moins sophistiquée que Japon, euh, donc j'ai fait ça, et puis je dois dire qu'il y a eu un moment où c'était beaucoup plus simple. Donc, tu vois, je prends un sachet, je mets du thé dans la tasse, et voilà. Et la Mhm. manière japonaise, euh, c'est là où je me suis remis à prêter plus attention à la manière dont je préparais le thé, en particulier parce que le gyokuro est un thé assez haut de gamme. Tu te dis c'est pas un sachet de Lipton, quoi, donc je veux faire attention à ce que Mhm. j'essaye de faire quelque chose qui soit le meilleur possible, en particulier la qualité de l'eau, parce que l'eau du robinet, c'est vraiment la meilleure eau pour le faire ressortir ses saveurs. Pas, à nouveau, on se remet dans le contexte, hein, j'avais 20 ans, je découvre. D'accord. Justement, ça me rappelle le fait que dans ce premier livre de toi, l'Odyssée du microscopique, on voit souvent le personnage principal en train de boire du thé. Donc, j'ai l'impression que le thé a été bien plus qu'une boisson quotidienne. C'est vraiment quelque chose qui allait jusque dans ton œuvre, en tout cas dans la première, hein. Est-ce que tu l'as fait de manière consciente ou bien de manière plutôt inconsciente? Je pense assez consciente. La période où j'ai écrit le livre, enfin, c'était entre 2009 et un peu après. J'ai eu une Hmm. période où j'ai été un peu malade, je ne pouvais plus boire de thé ni de café. En fait, Ah. je suis passé à des. Et comme j'aime quand même les boissons chaudes avec des plantes dedans, Hmm. euh, je suis passé plus à la verveine, le tilleul, des choses comme ça. Hmm. Et, et je pense que c'est le moment où le thé me manquait un peu, tu vois. Ah, d'accord. Donc, je le compenserai peut-être dans l'histoire. Mais c'est vrai que sur le thème du thé et de l'écriture, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de très important parce que c'est vraiment un outil de base, quoi. C'est-à-dire que quand j'écris, j'ai Hmm. besoin de, bon, évidemment, soit un ordinateur, soit un papier à crayon, enfin, un papier à stylo, et du thé. Et, donc le matin, Hmm. ma séance de travail de base, c'est ma table, mon outil d'écriture et du thé. Et là, on peut commencer à faire quelque chose. Ah, donc, c'est un petit peu le carburant aussi. C'est le carburant liquide et presque intellectuel aussi pour faire démarrer la machine d'écriture. Oui, Est-ce que j'aime bien la comparaison parce qu'il y a un gars qui dit qu'est-ce que c'est un auteur de BD? C'est une machine à transformer du café en cartoon.
Et donc, moi, c'est un peu ça. Alors, je bois du café, hein, mais le café, pour moi, c'est pas une... c'est un truc utilitaire. Hein. Je bois du café, mais ça, Mm. je ne suis pas un amateur de café du tout. Et donc, peut-être que je peux reprendre la même image, mais avec la version TINée de la machine. Mm. Les, ah, effectivement, pour moi, en tout cas, les saveurs, les odeurs du thé expriment déjà quelque chose de beau, de naturel, et c'est un petit peu à la fois une inspiration et puis quelque chose qui pousse à vouloir partager ce moment de bonheur avec les gens avec qui on va interagir à travers notre production. Donc, euh, est-ce que tu vas faire attention vraiment au thé que tu prends pour le travail? D'ailleurs, c'est quoi le thé que tu prends pour travailler actuellement? Alors, j'ai un peu des phases, mais j'ai Mhm. quand même des sortes de... Bon, j'ai des thés du matin, des thés du soir, tu vois, par exemple. Ah, Le ok, oui. matin, je suis plus sur des thés verts ou thé au jasmin. Mhm. Ça, c'est vraiment mes thés du matin. Et l'après-midi, je suis plus sur des thés rouges du style Earl Grey, un mélange qui s'appelle Christmas Tea. Mais chez Mariage, il l'appelle autrement. Il l'appelle Esprit de Noël, qui est un thé Mhm. que j'adore absolument. Ça, c'est vraiment un thé de l'enfance. Ça, pour le coup, ça, c'est quasiment proustien, là. Hein. Et Mhm. donc, il y a ça. Donc, voilà, c'est un peu le. Et alors, ce que j'ai découvert grâce à toi, c'est les pu'er. Quelque chose que je n'avais jamais goûté. Et, Mhm. et là, c'est des thés pour moi. Alors là, c'est un thé, c'est amusant, c'est un thé de saison. Il y a la Mhm. journée et il y a la saisonnalité. Bon. Donc, par exemple, le pu'er, c'est un thé ici que j'ai beaucoup aimé pendant la saison froide. Alors, Ouais. l'hiver en Israël, c'est pas l'hiver en Europe. Hein. Après, on est Mhm. dans le désert, c'est très très loin. C'est plutôt la saison des pluies. C'est un peu comme un automne parisien, un peu automne Mhm. bassin parisien. Euh, et là, le pu'er, c'était magnifique. Et alors que par exemple, le gyokuro ou le sencha, même si je bois du sencha toute l'année, c'est des thés qui pour moi sont des thés de printemps. C'est la saison où il y a une sorte d'éveil de la nature, il y a une légèreté dans les couleurs, dans les verts. Évidemment, c'est un thé vert, mais c'est pas pour ça. Je le ressens de manière plus kinesthésique, enfin de manière plus dans les tripes, quoi. Voilà, donc c'est un peu ma progression dans la journée, un peu du léger vers le lourd, on va dire. Enfin, et puis dans Mhm. l'année, c'est là aussi des moments où je suis plus. En ce moment, par exemple, j'ai pas du tout. On a eu un été qui était chaud, mais pas comme en Europe. Hein. On a pas eu ce qualité. Mhm. Là, le pu'er, non. Ouais, c'est difficile. Moi, ça me fait trop transpirer en été de boire du pu'er. En tout cas, les très jeunes. Et effectivement, les odeurs de feuilles séchées, de feuilles tombées, pour moi, effectivement, ça évoque beaucoup l'automne, une balade dans la forêt. C'est l'humus, hein, même des pu'ers cuits, fermentés manuellement. Ceux-là aussi sont effectivement beaucoup plus de l'automne. Pour moi aussi à Taïwan, vu que un petit peu le climat c'est assez similaire euh, à Israël au niveau des températures, mais pas au niveau de l'humidité. Ici, il fait beaucoup plus humide. Mm. Dans le nord du pays, vers Tibériade, c'est très, très humide. Hein. C'est très, très humide. Je crois qu'on a 5 climats différents ou 6 climats différents. Donc, on a un petit Oh. pays. Et Mm. entre Jérusalem, par exemple, il neige à Jérusalem l'hiver. S'il neige, alors que moi je suis à 70 km seulement, hein, c'est quand même pas loin. Et ben, s'il neige chez moi, l'heure est grave. Donc, pour l'instant, tu es encore dans le mode été Oui, et tu n'es pas encore passé au pour. non, Et, pas encore. Mais j'avoue, j'attends avec impatience. Hein. C'est attendre les saisons. En plus, ici, les saisons sont très marquées parce qu'il y a beaucoup de fêtes. Donc, il faut que je trouve, d'ailleurs, il faut pour octobre, là, quand la saison va être à la mi-saison, il faut que je trouve quelque chose de sympa.
C'est ma famille qui va venir. Mm. Le, est-ce que tu as pu goûter au thé de haute montagne pendant l'été? Est-ce qu'il t'apporte quelque chose de rafraîchissant? Alors, je dois dire que non, je n'ai pas. Non, mais il faut que je teste. Mm, Teste, d'accord, parce que pour moi, c'est un petit peu le type de thé que je bois le plus à Taïwan euh, en été, les thés cueillis au printemps, c'est-à-dire très tard au printemps, presque en été, presque au début de l'été, parce que euh, comme il fait plus frais en altitude qu'en plaine, c'est vers la fin du printemps seulement que les feuilles sont assez grandes pour pouvoir être cueillies en haute montagne. Et donc, et elles bénéficient aussi de ce climat plus frais la nuit. Et donc, elles arrivent à, bien que ce ne soit pas du thé vert, c'est encore du houblon euh, et des feuilles assez grandes, mais elles gardent la fraîcheur de la nuit tout en ayant une certaine force, une intensité parce qu'elles sont plus grandes et elles ont la force des montagnes. Donc, moi, en tout cas, à Taïwan, je trouve que c'est un bon thé qui s'harmonise bien avec la période la plus chaude. Mais donc, Ok. euh, tu pourras essayer ça. Actuellement, là, je goûte un thé guanine torréfié. Moi, j'ai fait Avec du thé au jasmin. ah, 2020. 2020, est-ce que la pandémie avait commencé? Non, elle n'avait pas encore commencé. Été 2020. Oubliez. hmm. Elle avait commencé en Europe, mais pas à Taïwan. Taïwan, on a été préservé jusqu'en 2021, en fait, jusqu'en mai 2021. C'est là que on n'a même pas été confiné, mais on a commencé à avoir quelques restrictions. Et l'autre restriction, c'est qu'on ne pouvait pas vraiment sortir de Taïwan. Pour revenir, il fallait passer par une longue quarantaine. Hmm. Maintenant, elle est encore de 7 jours. C'est encore un petit peu long. Mais pour les jasmins, il y a différents grades. Quel grade bois-tu? Est-ce que tu le Alors, sais? écoute, je bois, c'est origine San Sia, Nord Taïwan, Ok. récolté été 2020. Et San Sia, j'imagine, c'est-à-dire la montagne de quelque chose, non? Oui, non, là, c'est pas Shan, c'est San. Ah, c'est ça. Et Sanchia, c'est donc les trois gorges. Donc, c'est Ah, San, d'accord. une rencontre de deux rivières, donc ça fait une petite gorge. Euh, et donc, c'est simplement marqué Jasmin. Il y a Écoute, pas d'étiquette oui. devant. Non, thé D'accord. au Donc, jasmin, donc, origine San Sia, Nord Taïwan, d'accord. Donc, été 2020. c'est la version de base qui a été comment dire, parfumée 3 fois avec des feuilles de jasmin. Après, tu as la version top où les feuilles de thé sont parfumées 6 fois avec des feuilles de jasmin différentes. Et puis, tu as la version impériale, la plus luxurieuse, où les feuilles de thé sont parfumées 10 fois avec des feuilles de jasmin. Et donc, plus on, on les parfume, donc plus elles vont prendre les odeurs euh, de la fleur, et moins on va sentir en fait le thé, et plus le parfum de la fleur va être prégnant. Donc là, au premier niveau, tu as encore beaucoup de goût de thé et le parfum de la fleur, il est là, mais euh, il est juste pratiquement au même niveau que le thé. Après, ça va être différent. C'est très sympathique pour commencer la journée, parce qu'ici, il est à peine 9 heures. Donc, il est encore, Hmm, il est encore en d'accord. début. Alors, est-ce que tu as un accessoire de thé préféré? Alors, j'ai plusieurs accessoires. Mon préféré, je dois dire, c'est malheureusement. Alors, j'ai déménagé beaucoup de fois, donc c'est un peu souffert. Un de mes préférés, qu'est-ce que ça peut être?
Tu peux le décrire aussi si ce n'est pas facile de le chercher. Oui, non, non, j'ai une théière en argent qui me vient de mes grands-parents, Oh. euh, qui est un peu ces théières, tu sais, de style marocain, où tu as un grand bec. Ah. Un bec. Mhm. Mais dans un des déménagements, son bombé a été un peu enfoncé. Il faudrait que je trouve un artisan qui me le remette, qui me le remette bien. Mhm. Mais bon, ça n'influe pas sur le thé, donc tu peux continuer à boire le thé avec. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est surtout, c'est un peu accessoire Sentimental en mental, parce famille, que quoi. voilà, tu te dis, ça vient de moi. Mais après, dans mes accessoires, j'aime beaucoup, j'ai des petites tasses, non pas tasses, des petites soucoupes japonaises que j'ai achetées, que j'aime bien. Mhm. Moi, j'en Dans, ai dans ce genre, dans ce genre-là, voilà, un peu dans ce genre-là. avec un petit seau japonais à l'arrière. C'est probablement. Et, Mhm. et puis voilà, mais j'ai pas d'accessoires extraordinaires, chose très basique, hein. J'aime beaucoup, alors ça, c'est toi qui m'as fait découvrir ça, le chabou. Mais c'est tissu absolument magnifique. Mhm. J'en ai acheté un qui est dans les tons bleus, que j'aime énormément. Et que j'aime, du coup, je l'ai en permanence sur mon bureau. Ah. Comme je bois du thé régulièrement, ça me permet d'avoir toujours à portée de main. Mais c'est un accessoire qui me donne beaucoup de plaisir. C'est les tons, le toucher, enfin, c'est un très très bel accessoire. Mhm. Donc ça t'apporte quoi, ce tchabou? Donc c'est surtout visuel pour toi, C'est la couleur. visuel et tactile aussi. J'aime bien et c'est évidemment le visuel est prégnant. Alors, ma table de travail, c'est une table, une très vieille table qui a au moins 120 ans, quelque chose comme ça. C'est une vieille table Mhm. française qui était pas en production de masse, mais enfin qui était quand même qu'on peut trouver. Alors celle-là, elle appartenait à un arrière-grand-oncle, je ne sais même plus exactement qui, et elle est arrivée jusqu'à moi. Et ma cousine m'en a fait cadeau pour mon anniversaire. Et, et donc c'est une table qui a une patine, tu vois, c'est un bois qui a une patine. Mhm. Et, et alors avoir un joli tissu dessus, ça amène quelque chose parce que ça fait ressortir. Ça fait ressortir un peu l'un l'autre, se font ressortir, tu vois, cette patine, les couleurs profondes du bleu. Enfin, voilà, c'est mon petit, je pense que c'est mon coup de cœur. Et ça protège donc aussi la table, vu que j'imagine que tu n'as pas envie qu'il y ait des marques à cause de l'eau. Hein, donc, Bon, cela dit, c'est une table qui a vécu, hein, donc déjà des marques, elle en a déjà de, de base, hein. Et quelque part, les marques, ça fait aussi partie. Bon, évidemment, je fais attention, hein, je ne vais pas le faire exprès, mais enfin, ça fait partie de cette patine, justement. Les choses ont vécu, elles ont une d'accord. histoire qui se tiennent aussi. Mhm. Ben, tout à l'heure, nous parlions de ce thé dont tu as mentionné un petit peu Proust. Et je te remercie encore, c'est grâce à toi que je me suis lancé dans cette aventure d'un an de la lecture de Proust. Cette semaine, nous avons fini le côté de Guermantes. Et, euh, et avec Proust, on a donc dans le premier livre ce fameux passage sur les Madeleines. Et là, donc, tu en parlais tout à l'heure d'un thé qui est un petit peu presque proustien dans ce sens-là, qui t'évoque des souvenirs. Alors, j'aimerais que tu nous parles peut-être un petit peu de ce thé-là et comment les odeurs, pour toi, vont te permettre de te rappeler de certaines choses. Donc, Alors, ce thé en question, c'est le Cosmos Tea, qui est un thé c'est- en théorie qu'on trouve au moment de la fin de l'année. Et alors, la fin de l'année en Mhm. France, je ne vais pas expliquer, c'est commencé. Évidemment, c'est le moment où il y a les grandes transhumances des familles qui se retrouvent. Mhm. Et moi, ma famille est du sud-ouest, hein, c'est gros sud-ouest, on va dire. Gros sud-ouest, non, en fait. Essentiellement Toulouse, Pau, Biarritz, Mhm. voilà, le Gers un peu, enfin, et puis les Pyrénées.
Donc, nous, on habitait à Paris, ce qui veut dire que chaque année, 2 fois par an, on prenait la voiture, on descendait à Toulouse et on allait passer les fêtes fin d'année à Toulouse. Et donc, du coup, ce thé est assez associé à ces fêtes de famille, les jours déclinants, le fait de se retrouver dans un environnement différent, les vacances scolaires, etc. Et puis, la lumière toulousaine aussi en fin d'automne et au début de l'hiver est très particulière. Parce qu'il fait froid, mais il y a beaucoup de soleil quand même. Et, bon, et donc tout ça pour moi est un peu associé à ce thé qui est un thé rouge, du coup, avec des agrumes dedans. Et, et c'est un thé que j'apprécie tellement qu'en fait, je le bois toute l'année. On en fait des provisions régulièrement et il y a différents fournisseurs qu'on a. Voilà. Et là, tu vois, par exemple, je l'ai mis sur le côté, donc j'ai la version d'aide fin mariage, avec la boîte noire qui est là. Et pour moi aussi, c'est pas juste le parfum, c'est tout ce qui est autour, quoi. Et alors, je suis pas sûr de savoir exactement ce qu'il y a dedans, mais je suis pas sûr de vouloir non plus. Ils le décrivent comme étant un thé noir festif aux épices douces. Ah, ouais. Thé noir Parfumé festif avec aux épices douces. un thé parfumé. Est-ce qu'il y a d'autres thés comme ça qui t'évoquent des souvenirs ou- Je pense que le Gyokuro, je me souviens quand je buvais pas mal avec mon premier maître de calligraphie. J'ai appris la calligraphie à un niveau tout à fait modeste, la calligraphie dans sa version japonaise. Et je me souviens de déguster le Gyokuro chez elle. Du coup, j'ai une association, tu vois, de l'encre et des pinceaux et puis des exercices qui sont parfois un peu, pas toujours hein, quand on fait la calligraphie. Hmm. Il y a des moments un peu laborieux, mais il y a quand même, ça c'était un peu la récompense, quoi. De voir un thé grande qualité. Ça, je pense que c'est mes deux thés. Et puis, et puis, tu vois, par exemple, le Gain Matcha, qui à nouveau, c'est un thé parfumé, c'est pas un thé extraordinaire dans le sens, c'est pas un Romanée Conti, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu du tout venant, quoi. Mais tout de suite, ouais, ça m'évoque des séances d'écriture, une espèce d'association très forte là-dessus. Et puis, alors, je vais te faire rebondir, hein, mais je dois dire que j'ai aussi un certain attachement pour l'été vraiment de pied de qualité. Je ne sais pas pourquoi. Par exemple, tu vois, un bon sachet de Lipton, bien pourri, à certains moments de l'année, et ben, je ne sais pas, ça fait partie du. Ça me rappelle des soirées, tu sais, où tu vas chez des gens, tu n'as rien d'autre qu'un sachet de Lipton. Alors que, j'ai des exemples très, très spécifiques, je ne vais pas te partager parce que ce n'est pas très intéressant. Un sachet de Lipton dans un verre en carton, ça m'évoque des choses. Tu vois. D'accord. En fait, avec T. Parker, mon maître de thé, il avait fait une conférence sur le sachet Lipton pour nous expliquer un petit peu pas la magie, mais en fait le savoir-faire qu'il y a là-dedans, parce que dans un seul sachet, il y a plus d'une dizaine de thés différents, hein, et ils font ça pour garder toujours le même goût d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre, selon des différentes récoltes, selon les différentes récoltes de thé qui arrivent, qui font arriver de différents pays producteurs de thé, du Sri Lanka, du Yunnan, du Vietnam, etc. Donc, ils ont plein de thé rouges qui arrivent et ils combinent tous ces thés-là pour que la combinaison à la fin soit toujours euh, vienne avec un goût très similaire, quoi, pour ne pas froisser l'acheteur pour qu'il soit toujours dans un produit très standardisé. Mais pour arriver à créer ce standard, ils sont obligés
de changer constamment la recette parce que si une récolte va être plus forte que d'habitude, le goût total serait plus fort. Donc ils font un mélange vraiment presque savant plus d'une dizaine de thés différents pour obtenir ce goût standard. Et autre chose qui est intéressant à savoir, c'est que pour que ça s'infuse très rapidement, les sachets Lipton, le thé dans les sachets Lipton, euh, il, il est tout petit, quoi, hein, il est coupé. Euh, il n'est pas en poudre comme Comme le matcha. comme un matcha, mais il est dans euh, une donc pas tout à fait en poudre, et sa grosseur, elle correspond environ à ce qu'on faisait durant la dynastie Tang. Euh, donc les matchas, c'est la dynastie Song, et avant la dynastie Song, les Tang, eux, ils broyaient déjà le thé vert pour le cuire rapidement avec un petit peu de sel, mais ce n'était pas aussi fin que durant la dynastie Song. Et donc le niveau de finesse du thé Lipton dans les sachets correspond à peu près à ce qui se buvait donc d'habitude durant la dynastie Tang. C'est éventuellement pas à la cour impériale où là ils avaient encore euh, euh, des filtres pour vraiment le tamiser au plus petit, mais disons, le commun des mortels durant la dynastie Tang, lui le buvait pratiquement au même niveau de finesse que dans les sachets de Lipton. Mais forcément pas avec. Mais c'était pas la même chose. C'était pas du thé rouge, c'était à l'époque que du thé vert. Mais il y a un petit peu cette connexion avec le passé et puis un savoir-faire pour arriver à toujours garder un produit très standard. C'est intéressant. Mm. Et donc, l'autre souvenir que tu mentionnais, c'est donc avec le pu'er, les odeurs d'automne, de forêt, de feuilles mortes, hein, parce que ça, c'est quelque chose qu'on m'a fait découvrir aussi. C'est comment le cerveau est associé au goût et que 80% de nos souvenirs, ce sont des souvenirs qui sont liés aux odeurs. Et donc, pour moi, effectivement, la plupart des thés maintenant m'évoquent des choses et c'est notamment parce que j'ai l'occasion d'aller voir les producteurs de thé dans leur région de production. Et là, les odeurs que je sens dans ces manufactures ou bien dans les champs de thé, je les retrouve ensuite dans les feuilles et de pouvoir ensuite boire, déguster le thé euh, à la maison à Taipei, j'ai l'impression de voyager, de retourner dans ces régions productrices. Donc, pour moi aussi, il y a ce côté vraiment, c'est une machine à faire voyager dans l'espace, mais parfois, c'est même du voyage dans le temps quand ça nous amène dans des souvenirs d'enfance, ou bien des souvenirs quand on habitait dans une autre région. C'est très puissant. Sur le pouvoir, tu vois, ça m'évoque très, très vite les paysages, justement, ces paysages embrumés, comme on parlait de la Touraine. Moi, je suis né en Touraine, mais j'ai grandi un peu plus haut. Mm. Et ces paysages de fin d'automne, quand il y a la brume qui monte le Mm. matin, très fort. Enfin, ça t'amène tout de suite, ça te projette tout de suite dans des souvenirs, dans des images très, très fortes. Et pour revenir à ce que tu disais sur la qualité constante du sachet Lipton, tu vois, ça me fait penser que c'est peut-être pour ça que j'aime bien le game matcha le matin. Parce que quand j'écris, j'aime bien avoir un thé qui, justement, ne m'évoque pas trop de choses. C'est-à-dire qu'il soit un peu toujours le même. J'aime bien quand c'est un produit qui est constant. Je sais à quoi m'attendre. Pour l'écriture spécifiquement. Pour le moment écrit. De manière à ce que ça soit là, si tu veux, en arrière-plan et ça me porte, mais ça ne me distrait pas, entre guillemets. C'est-à-dire ça ne vient pas impacter l'écriture trop. C'est pour moi, mais ce n'est pas pour l'écriture. Et je pense que c'est un peu c'est intéressant de voir sous cet angle. Alors qu'il y a des moments de la journée, alors par exemple, j'ai un carnet,
quand je fais une dégustation avec un peu spécifique, je fais, bon, maintenant, on va faire une dégustation. J'ai un carnet où je note les images que ça m'évoque, tu vois, des choses comme ça. Mais c'est un autre aspect du thé. D'accord, bah, c'est intéressant de voir ça. Moi, quand je fais mes descriptions de produits, je suis obligé pratiquement de boire le thé pour pouvoir en parler, quoi. J'ai du mal à en parler sans l'avoir en bouche. Il faut rapidement que je me refasse une infusion pour pouvoir bien le décrire et ne rien oublier, quoi. Mais effectivement, mais à ce moment-là, c'est le thé vraiment qui doit m'inspirer. Euh, et le thé est vraiment la source d'inspiration pour l'écriture, hein. Mais effectivement, ce que toi tu écris d'habitude, c'est des pièces où la pensée doit prendre plus de place que le thé. Est-ce que tu te rappelles quel pour t'ont évoqué ces images Alors, d'automne en particulier? je ne me Quel c'est rappelle le... pas, parce que j'ai une très mauvaise mémoire, mais je l'ai noté dans mon journal, et qui n'est pas disponible là, puisqu'il est dans une autre pièce. D'accord, ben, c'est pas un problème. Et donc, ça fait depuis combien de temps que tu as découvert mon site Teamasters? Alors écoute, ça devait être en septembre 2022. Il y a un an et demi à peu près. Oui, ok. J'ai commencé à suivre tes cours. Je pense que il y a une petite période là où j'ai dû m'arrêter parce que ma vie personnelle a été un peu moins disponible. Mais puis après, j'ai commandé aussi sur ta boutique. Et alors, à l'époque, on était encore en pandémie, donc on ne pouvait pas se faire livrer ici. Enfin, il y a eu un moment où, à nouveau, cette fichue pandémie a fichu un bazar pas possible dans le thé. Quoi, parce que Hmm. pour arriver à avoir du thé, c'était un truc de fou. C'était incroyable. Je sais que je regardais tous les mois pour voir sur ta boutique si Taïwan réenvoyait en Israël. Et même, mes parents étaient venus à un moment, est-ce que vous pouvez m'amener du thé japonais? À Paris, on ne trouvait plus de thé. C'était vachement difficile de trouver des trucs de Ah, base. Il y a par exemple un thé qui s'appelle le Mugicha. C'est pas, ça s'appelle cha, mais c'est pas la plante du thé. hmm. C'est une infusion de, comment ça s'appelle en français? Barley en anglais. Ah, oui, Et comment on dit orge, non. on fait la bière. L'orge, non. Hmm. J'ai oublié. Bon, ben, c'est pas l'orge. L'orge. C'est l'orge. Donc, et ça, c'est magnifique pour l'été. Tu fais un sachet d'orge dans de l'eau et ça te fait un thé, une boisson glacée extraordinaire. Hmm. Et bien, rupture de stock. Il n'y a plus un endroit à Paris où tu trouves du Mugika. Parce que, alors, je ne sais pas, il y a un problème d'approvisionnement, les frontières sont toujours fermées, ils n'envoient pas. Donc, quand finalement, j'ai passé une commande chez toi et j'ai un paquet qui devait faire comme ça, hein. Et quand c'est arrivé et que j'ai été le chercher au point relais, ouf, enfin, ça a été un jour de fête. Ah, très bien. Est-ce que au niveau des cours, qu'est-ce que tu en retiens le plus? Qu'est-ce que tu trouves le plus intéressant dans les cours que tu as pu voir sur ce que je fais en vidéo? Écoute, ça m'a reconnecté avec un monde que j'avais. Bon, moi, je suis situé à la base. Je suis une distinction entre amateur et connaisseur. Je suis Mm. amateur de thé, j'aime le thé, vraiment, beaucoup, beaucoup. Mais je ne suis pas très connaisseur, je n'ai pas des connaissances très développées. Mais le fait de développer ces connaissances permet en échange d'apprécier encore mieux. Et quand j'avais donc au début de la vingtaine, je voulais m'intéresser au thé, je me suis dit bah, peut-être que je peux trouver des cours un peu de, je ne sais pas comment on appelle ça en français, d'œnologie pour le thé, quoi. Mm, mm. Et ça ne me plaisait pas du tout parce que, en particulier, il y a des choses qui me déplaisaient beaucoup, c'est que le vocabulaire que j'utilisais pour parler du thé, pour décrire les saveurs, les parfums, etc., c'était du vocabulaire qu'ils empruntaient directement à l'œnologie. Et ça ne correspondait pas du tout aux images que j'avais. Ça ne correspondait pas du tout au monde mental aux sensations que le thé évoquait chez moi. J'ai l'impression que c'était deux mondes différents et que le vin avait un vocabulaire qui ne correspondait pas dans
ressenti à ce qu'était le thé. Et donc, je n'ai pas creusé plus que ça. Et puis, en fait, j'ai découvert ton site. On a commencé à se suivre sur Twitter, je crois. Et là, ça m'a reconnecté avec cette envie de en savoir plus, pouvoir connaître mieux le monde du thé, mais aussi la plante, le thé. Comment on l'infuse, comment on fait ceci, cela, etc. Et de manière à mieux l'apprécier. Et puis, alors là, je sais que tu commences un nouveau format, je suis très, très enthousiaste sur ça, où tu vends le coffret qui correspond au thé dont tu vas parler dans l'année. C'est ça, oui. Et ce qui permet d'avoir de déguster en même temps les thés dont je vais parler au moment du cours, qui est donc en live, en direct le dimanche matin en heure européenne, et de pouvoir effectivement l'acheter à l'avance. Ça permet également de pouvoir le déguster en même temps et de pouvoir poser des questions aussi tout de suite. Et ça c'est un format, je trouve, fabuleux. Alors là, je dois dire, c'est absolument magnifique. Voilà, et puis une fois par semaine, d'avoir une petite fenêtre sur Taïwan, sur ce monde, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup pour ces mots. Je prends comme un encouragement à continuer, mais je suis aussi toujours très content de pouvoir lire tes observations sur le monde qui t'entoure sur ton blog olivierdelassalle.com. Olivier F. de la salle.com. Ah, ok. Olivier F. de la salle. Ok, merci pour cette précision. On va mettre de toute façon le lien en description de la vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer et vous le trouverez directement. Vous pourrez commander les livres d'Olivier sur Amazon ou bien aller les réclamer chez votre libraire. C'est encore mieux. Et puis, ils sont disponibles en format papier et en format électronique. Ah oui, effectivement. À l'étranger, et évidemment, c'est plus simple d'avoir un format électronique. D'accord. Merci beaucoup, Olivier, pour cet entretien sur le thé et de nous avoir partagé avec nous toutes tes petites habitudes, tes thés préférés. Et c'était vraiment très intéressant pour moi de voir comment le thé te permettait d'être créatif et comment effectivement tu arrives quand tu bois le thé du matin jusqu'au soir. Visiblement, tu ne sembles pas trop inquiété par la théine qui empêche de dormir. Je vois que tu es très matinal. Oui, je suis très, de par la force de mes enfants, je suis très matinal. et non, la théine, autant la café. Non, tu vas me dire c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi. Si je bois du café après 1 heure ou 2 heures, je vais avoir des insomnies terribles. Mais le thé, aucun problème. Donc, vive le thé. Vive le thé. Merci beaucoup. On finit là-dessus. Et je lève mon verre. À ton succès. Merci. Allez, Ram. Plaisir, Stéphane.